De la télévision Tambra, bonsoir et ravi de vous retrouver en fait pour le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui reçoit pour ce numéro Dambaji Son Allah, acteur de la société civile nigérienne. Monsieur Dambaji, bonsoir. Bonsoir. J'ai également à ma gauche Monsieur Daouda Bourema, il est aussi acteur de la société civile nigérienne. Monsieur Daouda, bonsoir. Bonsoir. Donc, avec nos deux débatteurs, nos deux invités, nous allons parler de l'actualité nationale. L'actualité nationale qui est dominée par l'insécurité, comme vous le savez, après donc la tuerie d'Inates, faisant 71 militaires tombés sur les champs d'honneur le 10 décembre 2019 dernier à Inates. Donc, voilà qu'on se retrouve avec une autre attaque, cette fois-ci de Sanam, où le convoi des agents enrôleurs de la CENI avait été donc pris en embuscade par les assaillants, faisant également 15 morts côté FDS. Donc, nous allons parler également de l'interdiction de la marche des acteurs de la société civile nigérienne, prévu se tenir le samedi, donc hier 28 décembre 2019. Nous parlerons également du franc CFA, où l'Afrique ou bien la communauté donc CEDEAO sont en train de discuter pour voir si le franc CFA sera donc changé par la monnaie qu'on appelle ECO. Donc l'annonce, comme vous le savez, a été faite par le président français en commun accord avec le président ivoirien. Donc nous allons tout de suite discuter, partir avec nos invités. Nous allons d'abord vous annoncer l'entrée de monsieur Adamou Maman. Voilà, donc lui aussi, il est acteur de la société civile nigérienne et il représente ici l'UDTN. Alors, monsieur Son Allah, nous allons, comme je l'ai dit tout de suite, parler de l'insécurité. L'insécurité, on le sait, gagne du terrain dans particulièrement la zone de Tillabéri. Après Inates, où nous avons eu 71 soldats donc, tués. Voilà que le 25 décembre encore, ces forces du mal ont attaqué un convoi d'agents enrôleurs de la CENI, faisant 15 morts également du côté donc, des FDS. Votre appréciation de la chose sur cette insécurité à Tillabéri? Oui, merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de transmettre toutes mes condoléances aux différentes familles endeuillées et à toute la population nigérienne et à la grande famille des FDS du Niger, de différentes tragédies que nous sommes en train de connaître dans notre pays, une tragédie qui nous a été imposée dans tous les cas, qu'on le veuille ou pas, de gré ou de force, par des forces obscurantistes qui sont là et qui sont tapis dans l'ombre avec des certaines mains invisibles qui nous crions Dieu qu'au grand jour que ces mains invisibles soient démasquées et apparues au grand jour pour que tout le monde saura effectivement qui est l'ennemi du Niger. Et nous prions le bon Dieu aussi que ce soit tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui participent à cette tragédie et à cette conspiration de la population nigérienne, que Dieu les démasque et Dieu les dévoile au grand jour et qu'ils soient châtiés avec la plus grande rigueur par rapport à ce qu'ils sont en train de poser à notre pays comme tort, à notre République comme vraiment une société extrême, à tel enseigne que la population nigérienne ne mérite pas ça. Et donc, venant à votre question, franchement, le problème de sécurité, c'est un problème extrêmement grave, à tel enseigne qu'aujourd'hui, ça a atteint un niveau où tout Nigérien, dans tous les cas, quel que soit son bord ou quelle que soit sa conviction, il sait très bien que le Niger est en guerre. Et le Niger est en guerre face à des vrais ennemis de la République qui sont là, qui sont venus dans tous les cas avec une certaine rigueur de sanguinité pour pouvoir boire le sang humain
Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que, avec la volonté de Dieu et une certaine puissance divine, nous sommes sûrs qu'on ira à bout de leur situation de dramatique pour notre pays. Par rapport à ça, je pense bien qu'il est temps. Il est temps que tous les Nigériens comprennent une chose, que la situation de sécurité est une situation extrêmement difficile et qui concerne tout le monde. Et dont le premier responsable, ça il ne faut pas avoir le détour à le dire, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Ils doivent s'assumer par rapport à l'histoire, madame, parce qu'ils doivent s'assumer par rapport à l'histoire dans le sens où, dans tous les cas, quel que soit ce qui va advenir par rapport à ça, je pense bien qu'au premier rang, ils seront les premiers responsables et ils le sont par rapport à cette situation. Et par rapport à tout ce qui se passe, je pense bien que l'État doit s'assumer. L'État doit s'assumer et que la situation dépasse les simples discours. La situation dépasse les simples discours et les simples interprétations politiques et politiciennes. La situation dépasse l'intérêt personnel, la situation dépasse l'intérêt des groupes, la situation dépasse l'intérêt d'un groupement de partis politiques, la situation dépasse une partie du peuple, la situation dépasse en réalité tout ce qui ne converge pas avec l'intérêt national. Il doit se dire qu'il est temps. Il est temps et ils ont l'obligation de converger dans le même sens. Et c'est ce qui m'amène effectivement à lancer un appel au premier responsable de la République, qui est le président de la République, que je pense bien qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on n'a pas droit à créer ou à continuer à être divisé entre nous. Parce que la division dans ce pays-là n'aboutit à rien de bon pour l'intérêt du pays, ni pour l'intérêt politique, ni pour l'intérêt de ceux qui prétendent peut-être à un niveau de leur conception, croyant que peut-être l'insécurité va les profiter, mais ils se trompent. Ils se trompent parce que quand on dit insécurité, vous savez le moment où ça commence, le niveau où ça commence, mais la fin, Dieu seul sait qui sera victime à la fin et qui ne sera pas victime. Et c'est ce qui m'amène à dire que je pense bien qu'il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse de gré ou de force au FDS ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils exposent leur vie. Ils exposent leur vie pour sauver nos vies. En réalité, c'est ça dans le fond. Et par rapport à ça, je pense bien qu'on n'a aucun droit. On n'a aucun droit d'avoir peur à notre tour de faire ce que nous devons faire pour les accompagner afin qu'ils puissent débouter ces forces du mal hors du Niger. Et c'est ce qu'on peut faire en tant que, dans tous les cas, chacun à son niveau, il doit se dire qu'il ne doit pas avoir peur de dire ou de faire. Si c'est il y a ceux qui prennent les impôts et qui n'appartiennent pas et qui ne se relèvent pas du pouvoir. Je pense bien qu'il y a péril à dalle demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle régalien du pouvoir, le rôle régalien de l'État n'est pas au point. Et là, je pense bien que l'État doit s'assumer. Si des paisibles citoyens, si dans les villages, à un niveau ou à un autre, certains et les chefs du village seront obligés de quitter leur village au risque. Okay. C'est ça que je suis en train de dire. Mais si c'est cette responsabilité régalienne, je pense bien que l'État doit se ressaisir. Et il doit se ressaisir dans le sens où il doit créer les conditions que les FDS soient mises dans des conditions du travail. 1. 2. L'État doit créer les conditions. Et si je dis l'État, c'est ceux-là qui assurent le commandement de la chaîne du commandement du président de la République jusqu'au niveau inférieur de tout celui qui participe à la gestion de ce conflit. En tout cas, il doit être prudent et vigilant. Et être prudent dans le sens où toute tentacule ou toute tentative de qui que ce soit qui veut être en réalité complice ou co-auteur dans ce sens, il doit être dénoncé. Et il doit être en réalité exposé à la grande rue pour que tout le monde sait et qu'on fasse faire parler la loi au nom de sa traîtrise contre la nation. Je pense bien que dans cet état de fait, parce qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, madame, cette insécurité est arrivée à un moment où, quand vous partez dans le village, ils n'ont pas la capacité de pouvoir dénoncer. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés. Ils sont exposés à telle enseigne que, aujourd'hui, ceux qui s'activent
pour ce développement de cette insécurité, ils sont parmi nous, ils sont parmi eux. Au risque que vous dénoncez, demain vous vous retrouvez avec les mêmes gens, avec des preuves que vous les avez dénoncées, et ils vont vous exposer. Et dans ce cas d'espèce, je pense bien que l'État doit s'assumer. C'est-à-dire qu'on est obligé de se faire recours à l'État, parce que c'est elle seule qui a l'expression légale de la violence. Parce que quand l'État, elle ne s'assume pas du point de vue expression de la violence dans la règle de l'art, si on laisse les paisibles citoyens s'exposer et se faire justice, la situation va s'embraser. Et c'est pourquoi, à chaque moment, quand il s'agit de réprimer dans la règle de l'art, nous demandons toujours à l'État d'intervenir, parce que c'est elle seule, c'est l'État lui seul qui a le monopole de la violence, dans le sens de régler un problème par violence, si cela s'impose. Et c'est ce qui nous amène à dire que, franchement, je pense bien très rapidement, les FDS sont en train de faire leur travail, et on doit les accompagner. Et le premier à les accompagner dans la règle de l'art et avec la plus grande vivacité, qui doit donner l'exemple aux autres, nous, citoyens, de pouvoir aussi se donner corps et âme, c'est ceux qui dirigent et c'est ceux qui assurent le commandement aussi. Ok. Monsieur Daouda, après Inates, c'est Sanam. Hier même, on nous apprend que Koma Bangou également, le poste de Koma Bangou a été également attaqué par des assaillants. Alors, au vu de tout ce qui se passe dans cette région de Tillabéri, est-ce que ça n'aura pas un impact aujourd'hui sur le processus électoral en cours? Oui, comme Daouda l'a dit, je vais profiter également du plateau pour présenter mes condoléances aux familles des FDS qui ont perdu leur vie à Sanam et le policier qui a perdu sa vie hier au niveau du site de Koma Bangou. Pour ce qui concerne cette situation d'insécurité, je crois que depuis un certain temps, c'est devenu très récurrente, surtout au niveau de la région de Tillabéri, où après le cas d'Inates, où 71 soldats ont perdu la vie, et quelques jours après, on tend des embuscades à des agents à roller qui sont donc et ils ont tué 14 ou 15 FDS. Donc c'est vraiment un drame. Mais ça pose ici un problème fondamental. Ils sont là à essayer de le soulever quand, au vu aussi de tout le monde, des individus peuvent venir prendre la zakat, donc l'impôt, au niveau des villages. Ça veut dire que, dans ces régions, tout celui qui donne l'impôt a déjà reconnu l'autorité de cela à ce qu'on a donné. Et l'État sait que ça se passe. Je crois que les pouvoirs publics doivent revoir leur politique pour éradiquer ces états de fait. Parce que ça sous-entend, c'est comme si cette partie du Niger est en train de devenir comme ce qu'est Kidal actuellement au niveau du Mali, où l'autorité centrale de Bamako n'a pas d'emprise sur la partie de Kidal. Et aujourd'hui, ce sont des agents à roller qu'on a attaqués. Il y a la certitude que ça aura déjà, ou ça a commencé déjà à avoir un impact sur le processus électoral. C'est pourquoi toute la classe politique doit quand même s'entendre pour réfléchir, pour voir les voies et les moyens pour éradiquer cette situation de sécurité. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aura des agents qui ne vont plus se hasarder quand même pour les miettes qu'on leur donne à aller prendre les risques pour rien du tout. Ça veut dire qu'il y en a la certitude que beaucoup d'agents qui sont sur le terrain vont démissionner. Et même les populations ne peuvent pas aller se faire enrôler. Et ce n'est pas de leur faute s'ils ne sont pas partis. Or, c'est un droit pour tout citoyen qui a atteint l'âge de 18 ans d'aller voter. Donc là, si on n'arrive pas à enrôler une bonne partie des citoyens nigériens sous prétexte qu'il y a insécurité dans ces régions, mais est-ce que ces citoyens-là à qui on a empêché leurs droits constitutionnels peuvent reconnaître l'avenir des autorités qui seront issues de ces élections? Ça pose un problème fondamental. Voilà pourquoi en réalité, la classe politique doit comprendre et surtout le pouvoir en place. Parce que depuis plus de 2 ans ou 3 ans, presque toute la région de Tillabéri était sous état d'urgence. Ça a provoqué un déséquilibre sur le plan économique. Parce qu'il y a beaucoup de marchés
au niveau de ces régions-là, qui sont fermées depuis plus de 2 ans. D'ailleurs, ça a eu un impact sur le système éducatif. Il y a des centaines d'écoles qu'on a fermées à cause de cette situation d'insécurité. Il y a, disons, ça veut dire que petit à petit, je ne sais pas si les gouvernants sont en train de voir l'impact. C'est comme si l'État est en train de quitter, l'autorité est en train de quitter ces régions et laisser la place à des voyous, à des bandits. Alors, si on ne va pas cesser de le dire, on a comme l'impression que la situation d'état d'urgence a plus de conséquences négatives sur les populations que sur, en réalité, les terroristes eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans la région de Tillabéri, on dit que les populations, sous prétexte d'état d'urgence, n'ont pas le droit d'utiliser leurs motos. Mais bon sang, c'est avec des motos aussi on attaque nos FDS. Normalement, si les populations n'utilisent pas, que ça soit systématique, tout celui qu'on voit sur une moto, alors qu'on n'a qu'à tirer sur lui. Je crois que tant que ce n'est pas avec ce système-là, ça ne peut pas marcher. Si les djihadistes, eux, ont la possibilité d'utiliser leur moto, alors que les populations, les citoyens, par respect de la loi, n'utilisent pas leur moto, ça a eu un impact sur leur pouvoir d'achat, sur leur économie, alors là, je crois que ça ne va pas. L'État doit le dire. Et même la dernière fois, on a eu à le dire, pardon, on n'a qu'à dépasser cette situation d'état d'urgence pour aller vers l'état de siège et donner les pleins pouvoirs à l'armée pour que l'armée sécurise de manière autonome la région de Tillabéri. Je n'ai la certitude, si on donne le pouvoir de police à l'armée, c'est ça l'état de siège, je n'ai la certitude qu'en moins d'une semaine, ils ont la possibilité de finir avec cette situation d'insécurité qui n'a fait que traumatiser les populations, les petites populations de la région de Tillabéri et également de la région de Difa. Monsieur Adamou, parlons donc de l'insécurité, mais voyons également le côté aujourd'hui des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il faut contenir ces réseaux sociaux en cas d'insécurité? Parce que tout ce que nous voyons, nous les voyons aussi sur les réseaux sociaux concernant les attaques, concernant les informations que la population peut-être ne devrait pas avoir accès à certaines informations, mais aujourd'hui qui sont véhiculées à travers ces réseaux sociaux. Ok, merci Mamouna. Avant de continuer, je ne veux pas aussi déroger à la règle. Je présente mes condoléances les plus émues aux familles victimes de l'attaque de Sanam et aussi ceux de Dinates. Que Dieu ait leurs âmes. Mamouna, avant de répondre à cela, moi, j'aimerais revenir sur certains propos. Surtout du chef de l'État, notre président de la République, après l'attaque d'Inates, la réaction des acteurs de la société civile, de la population, pour que les uns et les autres comprennent, on ne critique pas l'action du chef de l'État en tant qu'individu. Non, il est le président de la République. Il a été et il est aussi un homme public. Ce sont ses actions publiques, c'est-à-dire mais il y a des propos qui ont tendance à décourager et à démoraliser la population. Et les c'est pas, c'est un problème, c'est un défaut au niveau de l'équipe de communication du président de la République, parce qu'il peut y arriver qu'à un certain moment, les autres... Je pense que oui. Je pense qu'on va revenir sur ça parce que c'est dans notre second point. Le second point avec la marche donc, des acteurs de la société civile. Vous aurez l'occasion de revenir sur ça. Ok, donc j'en passe. Maintenant, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, vous savez quelque chose, Mamouna, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que... qu'on dit que ça y va avec la mondialisation, mais aucun pays au monde n'arrive pas à avoir la maîtrise parfaite et totale sur les réseaux sociaux.
Le problème, c'est quoi? C'est parce que l'usage le système de connexion. Parfois, dans certains pays, il y a toujours la possibilité de contourner si on arrive à faire un blocage pour que les gens puissent se connecter par un autre système. Okay. Prenons l'exemple de la Chine qui a un niveau très avancé, qui est à un niveau très avancé pour les technologies. Mais malgré cela, des gens en Chine arrivent à contourner tous les blocus que l'État mettait pour pouvoir se connecter. Maintenant, c'est juste une question de responsabilité. Et ça, c'est une question de conscientisation. Et je pense que quelque part, il y a quelque chose qui pousse les gens à balancer certaines informations qu'il ne faut pas balancer. Quand l'État ne s'exprime pas comme il se doit, ne communique pas à la population, c'est normal que les gens, par exemple, l'attaque pas Inates, de Koma Bangou d'hier là. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué officiel qui parle de ça. Et les gens sont dans l'attente, sont dans la soif. À cause de cela, maintenant, les gens véhiculent, les gens cherchent des informations. Si vous avez une connaissance, vous vous appelez. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là? Donc, les gens maintenant ont tendance à véhiculer des informations parfois qui ne sont pas exactes. Mais si l'État, au niveau de communication, arrive à jouer son rôle, je pense qu'on n'arrivera pas là. Toujours par rapport à l'insécurité. Moi, j'ai vraiment un souci. C'est comme si mon président a une position ambiguë. Ah bon? Oui, je pèse bien mes mots. Il a une position ambiguë par rapport à la situation sécuritaire. Nous avons suivi le président de la République au niveau de son palais quand l'équipe de TV5 Monde et France 24 l'a interviewé. Il a dit que l'intervention au niveau de la Libye, c'était une erreur de la part de la France. Le fait de camper, d'empêcher l'accès à l'État malien à Kidal, c'était une erreur de la part de la France. Il a affirmé avec le débat qu'ils ont fait avec le président tchadien et le Congolais pour dire que non, la communauté internationale était à la base de ce désordre et elle refuse de s'assumer. Mais maintenant que la population sort pour dénoncer, et en même temps, il qualifie cette population de soutien du terrorisme. Donc, qu'est-ce que le chef de l'État voulait? Quand il est sorti dire que Kidal est à la base de toutes les attaques qu'on est en train de suivre tout au long de la région de Tillabéri, on a applaudi, on a dit, voilà quand même, il est courageux. Il a pu dire quelque chose que même le président malien qui est censé le dire ne l'a pas dit. Les autres présidents ne l'ont pas dit. Mais finalement, quand il arrive à dire cela, c'est comme on dit, il arrive à couper l'arbre sur nos pieds. Donc demain, s'il arrive à prendre une position courageuse, on risque de ne pas soutenir ni applaudir. Parce qu'on ne sait pas réellement ce que lui, il entend ou bien il voulait à travers ses propos. Okay. Et un autre aspect... Moi, je me pose la question, tous ces problèmes-là, il y a deux choses qu'il faut savoir. Est-ce que nous tendons vers la création d'un autre Kidal au Niger? Ah bon? Oui, c'est la question que je me pose. C'est une question que je me pose parce que une insécurité créée pour une région, il faut peser ça sur le plan politique. La région de Tillabéri, elle est reconnue pour être une région favorable à l'opposition. Et que nous sommes à un pas des élections. Maintenant, il y a une insécurité récurrente qui se crée et qu'il y a des attaques, c'est pour la deuxième fois contre l'enrôleur de la CENI. Mais est-ce que quelque part il n'y a pas une tendance pour empêcher à ce que les élections puissent avoir lieu au niveau de cette région? Et que sur le plan politique, que cela pouvait engendrer? Parce que quand il y a eu l'élection au Mali, Kidal ils n'ont pas fait l'élection à Kidal parce qu'il échappe au contrôle de l'État malien. Donc c'est pour cela que je me dis... est-ce qu'on n'est pas... peut être... Kidal. Peut être en quelque sorte une sorte de Kidal pour le Niger. On ne le souhaite pas. Mais quand même, ça suscite des interrogations. Un autre problème que je n'arrive pas à comprendre, qu'en est-il de l'existence de l'armée de l'air au Niger? Depuis le temps de Hassoubi, quand il a assumé le ministère de la Défense, on les a vus intervenir à Difa et quand même ça a été très efficace. Mais depuis tout ce temps-là, quand il y a eu des attaques, c'est toujours l'armée de terre qui intervient. Où sont l'armée de l'air? Où sont les avions qu'on a achetés? Parce que dans le budget, certains disent jusqu'à une hauteur de 400 milliards qu'on a lieu pour le budget du ministère de la Défense. Où sont tous ces sous-là? Ça, c'est une question que vous posez au ministère de... Oui, et j'espère qu'ils nous écoutent à travers ce débat, ils vont réagir. Mais il ne faut pas qu'il y ait seulement l'armée de terre qui combat contre le terrorisme. Tout récemment, c'est Arbinda, si je ne me trompe pas, au Burkina,
c'est l'armée de l'air qui a plus aidé l'armée de terre pour faire ce carnage au niveau des terroristes, plus de 80. Mais au Niger aussi, il faut que, quand il y a une attaque, quand même, l'information relayée, il faut que l'armée de l'air soit prête pour aller intervenir. Ok, donc, M. Adam, merci en tout cas pour vos questions qui nécessitent des réponses. Et je suis sûr que les autorités suivent ce débat et ils vont réagir, certainement. Monsieur Dambaji, je reviens à vous. Oui. Peut-on parler d'élections 2020-2021 et quel fichier? Oui, et madame, par rapport au processus électoral, malheureusement, l'histoire risque de nous donner raison. Parce que depuis le début du processus, quand il y avait eu le ping-pong entre l'opposition et la majorité, et que la majorité a profité, parce que c'est un fait historique, on ne cessera de le rappeler, et ils ont profité du consensus général qui avait eu lieu. Ce consensus de quoi? C'est de revoir certains dispositifs des lois électorales pour pouvoir faire une CENI technique qui ne sera pas provisoire à chaque moment et qui sera permanente à telle enseigne qu'elle organise les élections au temps prévu et avec tous les mécanismes requis à la date prévue. Et qu'est-ce qui s'est passé aussitôt que cela? Parce qu'il y avait eu la présence de la société civile, il y avait eu la présence de toutes les forces vives, et plus les deux bords politiques, tout le monde a accepté le principe. Et les deux bords politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de faire une exploitation politique et politicienne à la matière. Ils ont dévoyé en réalité l'objectif de cette CENI, parce que le principe c'est d'avoir une CENI permanente et qui sera composée que de techniciens, comme membre du bureau, que de techniciens rompus à la tâche, qui n'ont rien à voir avec les colorations politiques, et nous en avons au Niger. Ils se sont jetés là-dessus. Dans le processus, on n'a jamais parlé de la parité des représentants de tel parti ou de tel parti. Non, on a dit une CENI technique constituée des professionnels à la matière et des Nigériens qui n'ont rien à voir que la technique de pouvoir faire des élections propres. Ils ont dévoyé ça et ils ont fait chacun de son côté à tenter de faire une exploitation politique. Et ils ont parlé des représentants de l'opposition, des représentants de la majorité. Et chemin faisant au CNDP, la majorité a en réalité créé les conditions à ce que l'opposition conteste la procédure. Malgré qu'ils se sont entendus sur les deux représentations, c'est-à-dire pour le groupe de l'opposition et de la majorité, que nous avons dénoncé. Nous avons dit arrêtez. Ce n'est pas sur ce plan qu'on s'était convenu. Ils ont fait sourd oreille, ils ont dit que les élections, c'est eux qui organisent, les politiciens, et on ne doit pas faire en réalité irruption dedans. Mais ils ont continué. La majorité a créé les conditions entre eux pour que l'opposition se retire. Et pire, l'opposition a accepté de faire cette mauvaise politique de la chaise vide. Et la majorité a créé un simulacre pour faire en réalité des lois électorales taillées sur mesure, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et aujourd'hui, ils ont fait un code électoral qui est contesté par l'opposition. Ils ont mis en place une CENI qui n'est pas consensuelle. Et depuis le début, on leur a fait comprendre, arrêtez ça. Il faut vous contacter entre vous et régler le problème. Vous ayez une CENI consensuelle, parce que les élections sont organisées et non au nom de la classe politique, c'est au nom du peuple nigérien. Parce que la loi a été claire. Même si tu n'es pas politicien, tu peux te présenter en tant que candidat indépendant. Donc ça veut dire que les élections ne sont pas organisées pour vous les politiciens seulement. Ils ont fait sourde oreille. Ils ont continué. Ils étaient arrivés, si vous vous rappelez, même arrivés au niveau du choix du président de la CENI et du vice-président, on ne cessera pas de le dire. Ils ont politisé ça à haute voix. Malgré le choix du comité, du vice-président, qui est un acteur de la société civile. Ici, ils ont dit que la majorité ne vont pas cautionner que quelqu'un, on dirait que ce n'est pas un Nigérien et il n'a pas ce droit, qui les insulte sur les médias, qu'il soit vice-président de la CENI. Et ils ont tout fait pour l'empêcher qu'il soit vice-président, et ils étaient partis avec une CENI en réalité contestée davantage. Et voilà aujourd'hui chemin faisant. C'est pour faire le rappel, parce que c'est très important, pour que les gens comprennent le mécanisme dans lequel on veut embourber les gens. Quand on est arrivé à ce moment, ils ont tout fait. On a demandé à ce que les uns et les autres voient le Niger d'abord que de voir leur intérêt politique. Et chemin faisant, vous avez vu quelques mois avant la date
de péremption en réalité de toute tentative de pouvoir toucher aux lois électorales, ils ont demandé de faire un comité de dialogue inclusif pour l'ensemble des politiciens. Et c'est tard déjà. Et aujourd'hui, le comité là, il est où? C'est ça. Et vous avez vu. Les Nigériens Et depuis l'instant, nous avons dit, attendez, au-delà du processus électoral, on a un enjeu dangereux, c'est l'insécurité. Entendez-vous, pour que cette insécurité ne sera pas une cause ou ne sera pas un prétexte pour certains de pouvoir refuser de faire les élections. Les gens nous ont considérés toujours comme des bovards qui ne veulent que critiquer et ne veulent pas à chaque fois voir en réalité l'intérêt général. Et aujourd'hui, malheureusement, je dis, et nous ne le disons pas de gaieté de cœur, malheureusement, nous sommes face à une réalité où vous voyez la région de Difa. Aujourd'hui, personne ne peut me faire comprendre qu'on peut enrôler honnêtement l'ensemble de la population de Difa. C'est des histoires, s'il vient de me dire. Soit-il le président de la CENI. Personne ne va me faire comprendre qu'on va enrôler objectivement et en toute sincérité la région de Difa, de Tillabéri. Tout celui qui dit ça, il raconte sa vie. Personne ne peut me dire que la partie de Maradi vers Madaroufa, on n'aura pas de difficulté à pouvoir enrôler les gens. Tout celui qui va dire ça, fut-il le président de la CENI, il veut tromper les gens. Et vous ne pouvez pas me faire comprendre que même une partie de Dosso, où il n'y a pas cette insécurité, les enrôleurs auront des difficultés à pouvoir faire. Vous ne pouvez pas me faire comprendre même une partie de Tawa qui est aussi sur cet état d'urgence. Ça fait 5 sur 8 et vous ne pouvez pas me faire comprendre que vous allez exempter 5 régions sur 8 et vous allez organiser les élections en écartant 5 régions et dire que vous allez avoir des représentants du peuple qui seront respectés et qui seront reconnus par ce peuple. C'est l'histoire. Il faut que les gens reviennent sur terre. C'est-à-dire faire quelque chose, des calculs pour faire comprendre que vous pouvez tromper l'autre. En tout cas, c'est être vraiment... c'est des tromperies. En tout cas, il faut que les gens fassent extrêmement attention. On a des urgences à la matière et nous savons que cette insécurité ne dépasse pas la capacité de nos FDS à pouvoir la maîtriser. Il faut que les gens cessent et qu'ils s'arrêtent, qu'ils regardent clairement la situation et qu'ils se disent que les gens les observent avec beaucoup d'attention et beaucoup de minutie et ils sont en train de les observer jusqu'où ils vont aller amener les gens. Et ça, je pense bien que, je dis et je le répète, le premier responsable, c'est le président de la République. Il doit veiller en réalité par rapport à cet état de fait et que s'il faut même l'état de siège par rapport à ça, il faut restituer. Mais regarde, les zones de sécurité là. Madame, on ne peut pas me faire comprendre dans cette situation-là. Normalement, dans toutes les zones là où il y a l'insécurité qui est grandissante, ce n'est pas interdit par la démocratie de nommer des militaires. Pourquoi pas nommer des militaires. Parce que les militaires, lui, il sait déjà de quoi il s'attend à quoi et de quoi il comprend les choses facilement. Et chaque chose, il sait comment le maîtriser si c'est par rapport, parce que c'est son domaine, qui est de continuer à maintenir les civils qui sont captés de point de vue politique et politicien, qui auront des difficultés d'abord à comprendre les jeux et ensuite d'abord de pouvoir s'assumer politiquement parce qu'ils ont des tuteurs politiques. Au lieu de créer les conditions à ce que c'est l'armée qui détient les zones, parce que ce n'est pas interdit de nommer un militaire au nom de la démocratie, c'est un citoyen comme tout le monde, si il est à la hauteur de faire le travail, on doit le nommer pour qu'il puisse assurer la sécurité. Et je pense bien qu'il est temps que ces zones-là soient dirigées par des militaires, que ce soit les gouverneurs, les préfets. Pourquoi pas? Même les maires, pourquoi pas? C'est des situations exceptionnelles. Ils sont en train aujourd'hui, il y a combien de maires qui sont nommés, des délégués, au lieu de nommer ces délégués-là, mais nommer des militaires dans les zones-là. Et en déclarant l'état de siège, je suis convaincu, je vous dis que ça sera une question du jour pour qu'on puisse régler ce problème. Mais quand les gens ont une autre conception, une autre vision, que ce que nous disons, dans tous les cas, nous leur donnons ce que nous pensons étant à l'extérieur, ce qu'on peut leur donner comme conseil. Ils l'acceptent, tant mieux. Ils ne l'acceptent pas, je pense bien que l'histoire en jugera. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous faisons pour le pays et nous le faisons pour tous les Nigériens parce que nous, on a un seul pays. On n'a qu'un seul pays. À part le Niger, on n'a pas un autre pays. Et à part le Niger, on ne sait pas là où aller. Donc c'est pourquoi, par rapport à ça, on n'a pas d'état d'âme
à dénoncer qui que ce soit et à dire ce qu'on pense par rapport à l'intérêt général pour que la République du Niger soit une République paisible, une République où fera bon vivre, parce que c'est la seule richesse au monde que nous avons. Ok, un dernier tour de table concernant justement donc l'insécurité pour refermer. Aujourd'hui, si le Niger en 2020, je ne souhaite pas, on n'arrive pas à avoir un fichier biométrique. Est-ce que ça sera avec le fichier classique? Ils pourront aller aux élections avec ce fichier classique-là? Mais le problème que se pose, il n'y a même pas de fichier classique. C'est pourquoi ils n'ont pas fait les élections régionales. Et qu'on a permis aux maires et aux autres conseillers là de faire des archives pendant tout un mandat. Donc, en tout cas, nous partageons la même inquiétude, et en tout cas avec beaucoup de citoyens, parce que, en tout cas, je ne suis pas pessimiste, mais techniquement, en réalité, même si c'est un fichier classique qu'on est en train de faire, on n'a pas assez de temps pour le faire. Parce qu'avec le fichier classique, il faut comprendre, ce sont les agents qui partent voir les électeurs chez eux, dans leur maison. Même avec ça, on avait des difficultés à faire enrôler tout le monde. Et on fait des points d'enrôlement pour demander aux populations d'aller se faire enrôler. D'abord, on l'a déjà dit, dans les régions où l'insécurité est grandissante, on considère que ce processus d'enrôlement est déjà compromis. Parce que les gens ne vont pas aller s'exposer pour les gens de vote. Et je vais vous dire, on n'a pas encore atteint ce qu'ils appellent la deuxième zone dans laquelle se trouve Niamey. Même aussi à Niamey, moi je n'ai la certitude que ce n'est pas n'importe quel citoyen qui peut perdre son temps pour aller se faire enrôler. Qu'est-ce qui m'a fait comprendre cela? C'est que j'ai juste vu un exemple lorsqu'on a commencé à dire aux fonctionnaires, aux agents de l'État d'aller se faire enrôler. Donc on l'a lancé depuis longtemps, mais il y a la certitude, tu as la possibilité de faire 3, 4, 5 jours avant de te faire enrôler. Mais bon sang, avec la situation économique des ménages, est-ce que les chefs de famille peuvent aller perdre 1 semaine, 2 semaines juste pour avoir une carte d'électeur? Surtout parce que quand j'ai vu le rythme avec lequel on fait ces enrôlements, par jour on dit 60 ou 70 personnes. 50 personnes. Bon, 50, moi j'étais même loin, mais 50%. Et calculer le nombre de millions de Nigériens qui ont atteint réellement l'âge de voter. Ça veut dire que techniquement, ça peut poser un problème. Je crois qu'on a comme l'impression que la classe politique a essayé de jouer avec la population en retardant le processus. Maintenant, comment on est en train d'atteindre les dates et échéances, il faudrait faire semblant que le processus a commencé. Parce que moi, ce qui m'a étonné, vraiment ça m'a étonné, le 17 décembre, quand le président de la République s'adressait à la nation. Lorsqu'il a eu le courage de dire que selon les échos qui lui sont parvenus, le processus électoral se passe normalement. Je crois qu'il est mal informé. Et ça pose un problème. On l'a de tout temps dit. La CENI là, on dit que ça doit être une CENI réellement indépendante et une CENI permanente. Et dès le début, on n'a pas créé les conditions en réalité pour que la CENI soit indépendante. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque l'idée a germé, l'objectif était d'abord de faire en sorte que dans cette indépendance, que la CENI ait l'autonomie sur le plan financier. Et il y a des idées qui ont été émises pour faire un compte séquestre dans lequel, au niveau du budget de chaque année, qu'on défale quelque chose pour que la CENI ne soit pas en rupture de fonds, lui permettant à n'importe quel moment d'organiser des élections si c'est nécessaire. Mais je vous le jure, depuis que l'idée a germé, ce compte-là n'a jamais été approvisionné. Ça veut dire quoi? Depuis plus de 4 ans, les gouvernants n'ont pas l'intention de le faire. Et même au niveau de cette loi de finances 2020, moi je n'ai vraiment pas vu là où il est inscrit quelque chose pour ce concernant les élections qui vont venir. Parce qu'en réalité, certes, c'est vers 2021 que les élections auront lieu. Mais tout le processus, et d'ailleurs le début c'est d'abord, en 2020 ça doit commencer. Et on devait remarquer ça au niveau de la loi de finances. Quand tu ne vois pas quelque chose de la loi de finances, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention. Il faut attendre 2 ou 3 semaines pour dire qu'on fait collectif budgétaire. C'est un budget programme. Alors, et dans la situation actuelle où la classe politique n'est pas
en réalité sur les mêmes longueurs zones pour ce concernant la CENI, pour ce concernant le code électoral, je ne vois pas comment la communauté internationale va jeter son argent à la fenêtre. Tant qu'il n'y a pas consensus, ils savent que le Niger a l'obligation de financer lui-même ses élections. Et le Niger n'a pas prévu cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Or, ça risque d'amener le Niger au niveau d'un problème, ne le souhaite pas. On l'a de tout temps dit, à partir du 2 avril 2021, le président de la République cesse d'être président. Il n'y a aucun mécanisme pour qu'il continue. Alors, on a intérêt à accélérer le processus, à donner les moyens et à régler le problème de divergence de la classe politique pour que nous ayons des élections transparentes, crédibles, pour que le prochain président de la République, les prochaines autorités soient des autorités réellement élues, mais pas des autorités imposées par fraude électorale. Monsieur Adamou, on constate le mutisme total donc, de la CENI vis-à-vis donc, de ces élections, surtout de l'enrôlement dans ces zones de sécurité. Ça veut dire que la CENI ne communique plus. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Okay. La CENI ne communique plus, on ne les entend plus. En fait, c'est depuis le lancement, je pense bien, de l'enrôlement dans la zone 1. Après, on ne les a plus revus sur la scène. Bon, mais maintenant, je pense que ça pose toujours le problème de l'indépendance de la CENI. Est-ce que CENI, là, elle est réellement indépendante et autonome? L'indépendance c'est une, je parle de l'indépendance administrative. Est-ce que administrativement ils sont indépendants? Ils peuvent eux-mêmes concevoir leur plan d'activité et leur plan de communication. Ça pose le problème. Ou bien ils sont toujours sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc c'est pour ça que une autre partie la aussi CENI ne communique pas. Oui, parce que avant qu'elle communique, il faut qu'elle demande l'avis d'abord. L'autorisation. Oui, l'autorisation de son ministère de tutelle. Et là, ça cause le problème. Et un autre problème, moi, je pense que au-delà de ça, je pense que la classe politique dans son ensemble, opposition, majorité ou non affiliée, quand même, ils n'ont pas joué un franc jeu à l'égard de la population nigérienne. Et tout ce qui se passe, il ne faut pas que demain, un bloc vienne nous raconter des histoires, y compris les opposants. Ils étaient tous à la base de ce problème dans lequel nous sommes en train de vivre. Même pour les élections locales, là, ils devraient exiger, ils ne devraient pas faire ce compromis antidémocratique, de dire on va laisser les gens, on va prolonger par décret 6 mois leur mandat. Ça existe où dans notre constitution? Ça existe où dans nos lois? C'est juste un compromis, une entente entre eux. Et maintenant, cela va engendrer des problèmes. On ne le souhaite pas. Et ce problème, si jamais, à cause soit d'un problème d'insécurité ou d'un problème de manque de financement, la CENI n'arrive pas à organiser les élections selon le calendrier prévu, on ne sait pas là où la situation nous amènera. Et ce n'est pas un tel ou un tel, c'est l'ensemble de la classe politique. Parce que chacun de son côté, il est en train de faire son calcul. Peut-être l'opposition dirait, bon, on va le laisser. Voyons cette situation-là, arriver jusqu'à 2021, nous ne serons pas capables d'organiser les élections. Et le président ne sera plus légalement et légitimement président de la République. On ne va plus le reconnaître. Et maintenant, ils vont mettre les gens dans une situation. Ou peut-être de l'autre camp, la majorité disait on va profiter peut-être de la situation d'insécurité pour créer un simulacre d'élection pour toujours conserver le pouvoir. Qui sait, est-ce que les autres bords, les autres blocs politiques vont-ils accepter? Et quand il s'agit de la communauté internationale, parfois il ne faut pas se perdre de vue. La communauté internationale, parfois elle-même, elle joue à l'hypocrisie. Elle joue à l'hypocrisie. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment son intérêt. Quel intérêt a-t-elle à gagner? Parce que ce qui fonde, c'est-à-dire un État, en réalité, dans le concept, ce n'est pas forcément l'élection comme ils le disent. Il faut qu'il ait un territoire, une population et un pouvoir légitime. C'est-à-dire que la légitimité de ce pouvoir-là, il s'en fiche qu'il soit démocratiquement élu ou qu'il a été imposé, mais qu'il soit reconnu et accepté par la population. C'est fini, ils vont traiter avec lui. Quitte à la population de souffrir. Et par rapport à ça, même la communauté internationale ne joue pas le franc jeu. Donc nous sommes en face d'une situation, c'est-à-dire paradoxale. Ni les politiciens, ni la communauté internationale, on ne sait pas à quoi ils jouent. Nous le saurons de toutes les manières. 2020, c'est demain, Inch'Allah.
On referme la page de l'insécurité tout en restant également avec les acteurs de la société civile. Donc, à 2 reprises, quand on regarde pour ce mois de décembre, les acteurs de la société civile ont été empêchés de la marche programmée, marche de soutien au FDS, et également demander le départ des forces étrangères sur le territoire nigérien. Monsieur Son Allah, vous faites partie également de ces acteurs. Pourquoi d'abord les autorités de la ville de Niamey refusent la marche de ces acteurs de la société civile nigérienne? Mais madame, vous autres? Non, madame, je pense bien qu'il n'y a pas de chemin de 14 heures midi à chercher. C'est clair et c'est de bonne guerre. Parce que le président de la République il a donné le signal fort. Ah bon? Il a dit ça dans tous les cas. Tous ceux qui vont demander le départ plus précisément de la France, lui, il ne va pas permettre ça sur son territoire. Son territoire. Il l'a dit. Il a dit. Et je pense bien que le président de la République est parti trop loin. Trop loin à tel enseigne que notre constitution a été claire à son article 4. Que tout pouvoir basé en réalité sur le culte de personnalité ou l'abus du pouvoir ou quoi que ce soit comme tard, il est banni. Et je pense bien qu'un président de la République n'est pas n'importe qui. Et il n'est pas n'importe qui à telle enseigne qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut en réalité par rapport quand il parle, parce que ça transcende sa propre personne. C'est une personnalité d'un pays. Quand il parle, c'est comme un père de famille qui parle à ses enfants. Et quand un père de famille parle à ses enfants, je pense bien que ce n'est pas une question de morale qu'on est en train de lui faire. Il doit être extrêmement prudent pour ne pas trop créer une division entre les membres de sa famille. Et c'est important. Et par rapport à ça, je pense bien qu'en dehors de ça aussi, et le fait de marcher, et le fait de sortir et dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est consacré par la Constitution. Et c'est à base de cette Constitution que les autorités actuelles sont élues. C'est à base de cette Constitution que les autorités se tapent d'être autorités. Et en dehors de cette Constitution, je pense bien, en dehors de ces lois et règlements du pays, si on fait autre chose que le respect de ces lois et règlements du pays, ça devient de l'anarchie et de la dictature. Et je ne pense pas que ça sera un avenir radieux pour le Niger si les autorités pensent de la sorte. Je pense bien que la question de souveraineté du peuple, la Constitution a été claire. Il n'y a aucun groupe qui détient la souveraineté du peuple. Même si Macron est venu dire que la position du président et de son parti est la meilleure parce qu'il détient la souveraineté du peuple. J'ai dit que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais elle a ironisé même la population nigérienne. Il croyait que nous qui avions fait ces textes, c'est-à-dire la population du Niger, les intellectuels qui ont écrit le texte de la Constitution, ils ne maîtrisent pas leur propre Constitution pour qu'ils viennent nous raconter des choses comme ça. Je pense bien que c'est des choses qu'il faut extrêmement éviter et qu'on soit au moins regardant vis-à-vis de ce peuple qu'on dirige à telle enseigne que ce peuple-là aussi mérite un minimum de respect. Le minimum de respect, il faut que les gens acceptent le respect des lois et règlements du pays qui est un consensus. Parce que les lois et règlements du pays, voire la loi fondamentale qui est la Constitution, c'est un consensus obligatoire pour tout citoyen, quel que soit son rang, de pouvoir les respecter. Et je pense bien par rapport à ça, et le fait d'interdire, c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que les gens vont tenter ça à la justice et les gens vont déposer. Le juge va se prononcer. Quand le juge autorise, je pense bien que ils vont interjeter l'appel et les acteurs vont poursuivre jusqu'à la fin. On verra très bien, dans tous les cas, si on est dans un état démocratique ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que c'est vrai, le problème de l'action du terrorisme nous est imposé par des mains invisibles dont on connaît certainement, c'est-à-dire la communauté, l'OTAN, qui a balkanisé la Libye et qui a fait éruption en réalité de ces terroristes à travers le G5 Sahel. Mais ce terrorisme a été renforcé par la malgouvernance aussi dans nos pays du 5 Sahel. Parce que la malgouvernance, dans la malgouvernance, vous avez l'injustice, vous avez la corruption, vous avez l'arrogance, vous avez le principe de voir que vous êtes hautain, vous êtes au-dessus de l'autre. En dehors des principes de la loi, je vous dis que ça renforce l'efficacité de ce terrorisme. Et il n'y a pas mieux comme pilier qui renforce le terrorisme qui est la mauvaise gouvernance
la pauvreté et surtout, je vous dis, le manque de respect envers les lois et règlements du pays qui unit et où tout un chacun se reconnaît à travers la République, à travers ses lois et République. Donc, pour ça, je pense bien que nous considérons que c'est une question de temps, c'est un exercice démocratique et ils seront obligés de nous permettre d'exercer cet exercice démocratique. Et on va, et dans tous les cas, ceux qui ont déposé la déclaration, ils vont aussi aller devant le juge. Le juge, ils vont écouter le juge. Si le juge autorise, eh bien les gens vont marcher. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Quel que soit son rang, il n'est pas au-dessus de la loi. Les gens vont marcher. Si le juge dit, vous avez failli à telle chose, on est défenseur des droits de l'homme, les gens vont revenir obtempérer et régler et corriger pour qu'ils puissent revenir aussi à la charge. Parce que le combat que les uns et les autres vont faire ça, ils ne sont pas en train de faire ça pour eux-mêmes. Ils sont en train de faire ça pour le pays, pour tout le monde. Parce que je ne vois pas quelle osmose on va nous imposer de soutenir nos FDS. Je ne vois pas. Les FDS qui sont en train de mourir pour nous, et bien quand on nous dit qu'on ne va pas les imposer, les soutenir, advienne que pourra. Ça, c'est un. Et on ne va pas nous empêcher de dire que ces gens-là qui ont créé ce scénario de terrorisme, en détruisant d'abord la Libye, et ensuite venir nous envahir à travers les bases militaires, on va nous empêcher aussi de dénoncer ça. Eh bien, on va dénoncer ça. Ok, d'accord. Monsieur Bourema. Oui, quelle appréciation faites-vous donc de l'interdiction? En tout cas, moi, l'interdiction de la mort de la société civile ne m'a pas surpris. Déjà, lorsqu'on a les journalistes de RFI et de France 24 ont posé la question au président de la République, d'abord, pourquoi on a empêché la première marche? Il a dit que c'est parce que le pays est en deuil. Et le journaliste a eu le culot de demander, mais est-ce que la prochaine marche sera autorisée? Et au lieu de dire que tout dépend des lois et règlements, il a dit clairement que je ne le permettrai pas sur mon territoire. Alors, ça veut dire que le président dit qu'il ne le permet pas sur son territoire. Maintenant, il faut voir tout ce que nous avons comme maire ou délégué spécial au niveau du pays. Ils ne tirent pas leur légitimité de la population. Je les considère tous comme étant des nommés, surtout pour le cas spécifique de Niamey. Ça veut dire qu'ils ne peuvent que suivre le mot d'ordre lancé par le président de la République. Donc l'interdiction systématique. Et là où ils ont eu la chance, ceux qui ont déposé la demande de manifestation, donc là où ils n'ont pas eu la chance, c'est que ça a coïncidé avec la grève de Saman. Ça veut dire que les magistrats sont en grève, ils n'ont pas la possibilité de porter plainte pour aller à référé, pour faire rapidement, pour dénouer la situation. Mais quand même, la leçon qu'on tire, je crois que c'est comme si on est en train de finir l'année 2019 avec un recul démocratique grave. Si on devait interdire systématiquement les manifestations, réduire les libertés des populations sous prétexte qu'il y a insécurité, ou alors planer la menace de porter atteinte au moral des soldats, alors ça veut dire que on est en train de virer vers un État totalitaire. Ça me rappelle, dictatorial totalitaire. C'est exactement de cette manière que Joseph Staline avait à l'époque géré l'URSS. Et on a vu finalement avec cette méthode comment ça a créé vers la fin la disparition de l'URSS. Je crois qu'il doit comprendre que nous sommes dans un État démocratique, dans un État de droit, et que c'est la Constitution qui nous confère le droit et nos droits et nos libertés et nos devoirs. Alors, aucun Nigérien n'est supérieur à l'autre. Je considère que nous sommes tous des Nigériens d'origine, alors que les gens se respectent et qu'on respecte de respecter les lois et les règlements de ce pays. Parce qu'en réalité, ce qui fait en sorte que les gens considèrent le Nigérien comme étant un peuple docile, en réalité, ce n'est pas que le Nigérien est docile.
c'est que le Nigérien a appris, c'est culturel, hein, au niveau de l'ensemble des communautés, à respecter la loi. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont, qu'on a appris, les a appris de leur éducation à respecter l'autorité. Mais quand l'autorité devient antidémocratique, alors ça risque de provoquer des situations. Parce que je leur dis de faire attention, quand vous voyez un peuple qui ne parle pas, il ne faut pas les pousser jusqu'au bout. Parce qu'en les poussant jusqu'au bout, quand ces gens de peuple se révoltent, vous pouvez comprendre comment vous avez fait pour les acculer, mais vous ne pouvez pas savoir comment vous allez faire pour vous en sortir. Ok. Monsieur Adam, pour finir. Oui, mais maintenant, je dirais, je vais aussi suivre la même logique. C'est-à-dire tout ça là, c'est lié à ce problème, ce complot entre l'opposition et la majorité. Encore. Oui. Si le président de la délégation spéciale actuelle n'était pas quelqu'un qui a été nommé par un décret, mais que c'est un maire élu, que probablement nous savons tous que c'est Lumana qui détient la ville de Niamey, est-ce que vous pensez qu'il allait obtempérer à toutes les injonctions qui lui viennent du sommet? Non. Il va agir en âme et conscience, de réunir son conseil, ce qu'ils ont délibéré, il va décider, il regarde les lois et règlements, s'il fallait accorder l'autorisation de marche ou pas. Mais quand vous avez quelqu'un qui a été parachuté par le président de la République, il n'est pas redevable envers la population de Niamey. Mais non, mais il est redevable envers le président de la République qui l'a nommé et qui a aussi le pouvoir de le démettre demain. S'il n'obéit pas à ses injonctions. Donc lui, il ne fait que faire son travail. Il est dans son rôle. Oui, il est dans son rôle. C'est ça le problème. Donc maintenant, les opposants qui regardent, qui observent cette situation, ils ont leur contrepartie qui nous a amenés dans cette situation. Et un autre aspect, il y avait une situation qu'on dit toujours de Sékou Touré, quand le colon te félicite, quand tu es félicité par le colon, quelque part tu as trahi ton peuple. Ok. J'étais étonné d'entendre Macron depuis Abidjan dire qu'il voulait que les autres présidents de G5 Sahel soient clairs comme président de la République du Niger et les partis majoritaires au pouvoir. Donc cela veut dire, lui il voit qu'à travers sa déclaration, à travers la déclaration des partis majoritaires, il est clair et ça correspond à ce que le colon Macron voulait. Et il invite les autres présidents, les autres 4 présidents d'être aussi clairs que ça. À prendre l'exemple. À prendre l'exemple, là ça devient un problème. Et un autre aspect, je veux toujours rebondir sur ce que grand frère Son Allah a dit. Je pense quelque part aussi le président de la République a eu à le dire au niveau de son débat, au niveau de RFI. Il disait que la pauvreté c'est le carburant qui entretient le terrorisme. On les a précarisés. Donc, quand vous savez qu'il y a ce carburant et vous n'arrivez pas vraiment à empêcher à ce que ce carburant coule, quelque part vous avez une part de responsabilité dans le renforcement, pas dans la création, mais dans le renforcement du terrorisme. Parce que c'est la précarité, c'est une pauvreté ambiante, c'est l'injustice sociale qui pousse les gens. Quelqu'un qui sait que lui, il a fait ses études, il devrait avoir un boulot, ou n'arrive pas à trouver ce boulot. Mais il trouve banalement des gens qui vont venir lui proposer 300 000 ou 500 000 qu'il n'a jamais eu d'emblée dans sa vie. Pour aller juste, viens nous suivre. Et il va voir, on va lui faire comprendre que non, regardez, c'est le système politique qui t'a mis dans cette situation d'injustice sociale. Et si les gens ne sont pas assez psychologiquement et mentalement forts, ils vont céder. Ce n'est pas tout le monde qui va céder face à tel genre de tentation. Mais nos gouvernants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour réduire cette pauvreté ambiante et cette injustice sociale dans ce pays, pour empêcher les jeunes que nous sommes qu'on est exposés? Parce que le problème, c'est les besoins. Les gens ont besoin pour se nourrir, pour se vêtir, d'autres pour se marier, ainsi de suite. Ils sont face à cette situation qu'ils ont à supporter pendant longtemps. Mais jusqu'à là, on n'arrive à rien faire. Mais ils voient de l'autre côté une facilité qu'on les propose tout le temps, Okay. Ils risquent de céder. Oui, bon. Et pour finir, il faut que les autorités de la République et le président de la délégation spéciale de Niger sachent une chose. De la ville de Niamey. Oui, de la ville de Niamey plutôt. Merci, sache une chose. L'obéissance, c'est à l'égard de la loi, de la République.
Ce n'est pas à l'égard de sa personne. Le président de la République, son gouvernement et ses ministres, ce n'est pas à eux que nous obéissons à la loi, mais nous obéissons à la loi de la République. Et cette loi de la République, elle s'impose à tous, pas seulement à nous d'autres qui sommes les citoyens lambda, mais elle s'impose à eux aussi qui sont des gouvernants. Ils voulaient consolider la stabilité, qui savent que c'est un des piliers pour la démocratie, pour la démocratisation de ce pays. Il faut qu'ils obtempèrent au respect de la loi. Un adage en Hausa disait ceci: quand on pousse jusqu'au mur, on coince au mur, même la chèvre, elle va mordre. Parce que naturellement, on sait que la chèvre ne mord jamais. Mais si elle est coincée, elle est acculée, elle n'a pas de choix pour s'en sortir, elle va mordre. Il ne faut pas qu'ils poussent la population jusque-là. Ça ne les arrange pas, ça n'arrange pas aussi le pays. Ok, donc merci M. Adamou. Nous allons finir avec le franc CFA. Donc l'annonce, comme vous le savez déjà, ça a été fait lors de la dernière visite du président Macron en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara, avec Macron, avait annoncé le passage donc, du franc CFA à la monnaie éco en 2020. Alors, M. Dambaji, oui, peut-on dire quel avantage d'abord pour les Africains que nous sommes, ce franc CFA en monnaie éco? Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients? Bon, madame, il faut que les gens comprennent les choses. La monnaie éco a deux versions. Oui. Là, il y a la version monnaie éco de la CEDEAO, qui est l'original. Et c'est les 15 pays de la CEDEAO qui se sont activés depuis 2000, hein, il faut le préciser. Depuis 2000, pour qu'ils puissent faire sortir une monnaie commune, pour pouvoir au moins s'autogérer et se départir de la domination monétaire de la France. Et chemin faisant, depuis 2000, ils ont mis plusieurs structures en place. Donc la dernière, c'est celle de Task Force, donc qui est dirigée par notre président et le président du Ghana. Et je vous dis, j'étais surpris quand j'ai vu effectivement la monnaie éco du président Ouattara. Oui, c'est sa monnaie éco, je pense bien que... Parce que quand il avait fait la déclaration, je vous avoue que j'ai dit, voilà, ça y est, le combat commun est cassé. Le combat commun est cassé. C'est quoi? Ils sont au nombre de 15. Et maintenant, on a retiré les 8 pour parler à leur nom, pour faire comprendre aux autres. Nous sommes déjà au point. Si vous n'êtes pas, en tout cas, intéressés, vous allez nous rejoindre. Et je suis convaincu d'une chose. Il y a des États qui ne vont jamais accepter de partager une monnaie où la garantie est faite par la France. Parce que quand vous prenez les États, surtout anglophones, vous prenez le Nigeria et le Ghana, ils ne vont jamais accepter que la France soit garante de la monnaie de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Quand le cours de la CEDEAO est installé, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le sens des transactions. C'est-à-dire, elle n'est pas liée à l'euro, mais elle sera liée à un panier de devises. Cette monnaie sera comme toutes les autres monnaies, à tel enseigne que nous avons notre parité avec le dollar, nous avons notre parité avec l'euro, nous avons notre parité avec le sterling, nous avons tout ça. Mais quand c'est la monnaie UMOA qui est liée à l'euro à travers la France, je pense bien qu'on n'a qu'un seul interlocuteur. Tout ce qu'on va faire, c'est en apparence, c'est-à-dire en compétitivité par rapport à l'euro. Et je pense bien que ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge parce que Macron a bien vu. Il a bien compris que la souveraineté monétaire sera en réalité la vraie souveraineté pour ce pays, pour l'Afrique. Et plus précisément sur ses colonies. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle a en réalité ça dans leur tête, qui dans tous les cas, nous sommes leur colonie, mais elle est en train de faire la preuve, parce qu'ils ont jusqu'à preuve du contraire des relais parmi nous. Et c'est pourquoi jusqu'à preuve du contraire, ils soutiennent en réalité qu'ils les ont toujours décolonisés en Afrique. Et par rapport à ça, je pense bien que, chemin faisant, vous avez constaté, Dieu merci, la CEDEAO a fait sortir un communiqué. Dans son communiqué final, à qui veut l'entendre, on sent que
elle ne s'est pas sentie liée par rapport en réalité à la déclaration de Ouattara. Mais elle a refusé en réalité d'abandonner le projet. Ils ont dit qu'ils vont continuer le projet jusqu'à l'aboutissement de l'éco. Jusqu'à l'aboutissement de l'éco CEDEAO et non l'éco IMOA de Ouattara. Et je pense bien que c'est vraiment des intellectuels. Ils ont bien vu parce que ils ont voulu, de l'autre côté, ils ont voulu casser l'élan du combat. Et heureusement, la CEDEAO a compris et elle a refusé de céder à la tentation pour qu'elle ne soit pas divisée. Ils ont dit qu'ils vont continuer le combat et je pense bien que nous le souhaitons, qu'ils continuent dans la même lancée pour nous faire sortir l'écho de la CEDEAO que nous attendons vivement. Parce que l'écho de l'IMOA, je sais que c'est l'écho qui sera contesté dans le fond par la population. Monsieur Daouda, on dit bien que 1200, la monnaie éco, donc 1200 francs, fait 1 euro qui est 600, presque 700. 655. Donc c'est à peu près la même chose que le franc CFA. Non, pour ce qui concerne le franc CFA, éco, d'abord, Ouattara n'a fait confirmer ce qu'il disait un jour sur les zones. Il a dit qu'en réalité que ça ne serait qu'un changement de nom. Donc en réalité, c'est juste un changement de nom. Puisqu'ils disent que ça serait arrimé à l'euro et que c'est la France qui va être garant de la stabilité de cette monnaie. Mais est-ce qu'en contrepartie, qu'est-ce que la France aura pour garantir notre monnaie? Ça, on ne nous a pas encore dit. Et ce que je n'ai pas compris, vraiment, les gens de l'UEMOA, pas seulement Ouattara, je crois qu'ils font de la sorcellerie politique. Comment pouvez-vous comprendre? Ils étaient à Abuja tous pour traiter de la même question. Ouattara a quitté Abuja pour retourner au niveau de son pays, signer et annoncer l'avènement de l'écho de l'UEMOA pendant que la CEDEAO est en session. Maintenant, ce qui m'a étonné, pourquoi j'ai dit de la sorcellerie politique? C'est vrai, sur les réseaux sociaux, c'est Ouattara on insulte. Mais je suis sûr, s'il l'a fait, c'est parce que le président en exercice de l'UEMOA et le ministre en exercice, le ministre béninois des Finances, est parti, il a signé au nom donc de l'UEMOA. Ça veut dire que les autres pays membres, les autres dirigeants de l'UEMOA connaissaient réellement l'avènement de l'éco UEMOA, mais ils étaient en train de faire des débats au niveau de la CEDEAO. Surtout que notre président et le président du Ghana ont été chargés de conduire la marche de la CEDEAO vers l'avènement de l'écho de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, ça c'est un faux plan. C'est juste un changement de nom, ça ne change absolument rien. Et il a déjà dit, il y a des pays qui ne peuvent pas nous suivre. Il faut prendre un pays comme le Nigeria, qui fait plus de 60% du PIB de la CEDEAO même, pas de l'UEMOA. Le Nigeria, à lui seul, fait 60% de tous les des 15. Ça veut dire que les 14 pays ne font qu'environ 40% du PIB. Et quand on retire, pour prendre seulement les pays de l'UEMOA, même un seul État, il y a des États du Nigeria qui ont des performances économiques qui dépassent individuellement les performances de nos pays. Alors, est-ce qu'avec leur économie embryonnaire, ils peuvent imposer quelque chose à un super grand d'Afrique comme le Nigeria, ou bien à un pays comme le Ghana? Je crois qu'ils n'ont pas encore oublié leur passé colonial. Maintenant, pour le combat de Ouattara, je le comprends. Je le comprends parce qu'il a besoin de continuer un troisième mandat. Un troisième mandat, il a l'intention et il compte sur la bénédiction du président de la France pour pouvoir faire ça. Et vous avez vu, il l'a juste annoncé et le lendemain, il a empêché à Guillaume Soro d'atterrir. Et comme par miracle, une des coïncidences, c'est en ce moment-là qu'on lance un mandat d'arrêt pour dire que Guillaume Soro est en train de préparer un coup d'État. Et un coup d'État
former les candidats. Avec Et lui, ils doivent avoir des détournements, des choses qui 1,5 milliard. Donc vraiment, on sent que vraiment, nos dirigeants sont en train de tronquer l'avenir de nos pays pour leur propre promotion ou politique. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous y reviendrons au cours de nos prochains débats par rapport justement donc à ces changements de constitution pour se maintenir au pouvoir, le cas de la Guinée-Conakry. Ok, pour Adamou, votre analyse par rapport justement donc à ce passage de franc CFA à la monnaie éco. Bon, comme les autres ont alludé, surtout sans Allah, il a précisé qu'il y a deux versions éco. Il y a éco IMOA, il y a éco CEDEAO. Bon, il faut comprendre Alassane Ouattara, il n'est que redevable envers la France. C'est la France qui a fait pieds et mains pour qu'il soit au pouvoir, malgré qu'il n'a pas gagné le pouvoir. Et là aussi, il faut aussi dénoncer la complicité de nos États dans le temps. Ils savaient pertinemment Alassane Ouattara n'a pas gagné le pouvoir, mais ils ont sacrifié, y compris nos militaires, dans le cadre d'un maintien de paix pour une crise inventée, créée de toutes pièces par la France, juste pour maintenir un homme au pouvoir. Vous savez, les Blancs sont très calculateurs. Ils ont calculé ça en avant. Ils savaient que le traité monétaire qui a été signé entre les anciennes colonies et la France arrivera à son terme entre 2019 et 2020. Et ils savent que IMOA, au sein de l'IMOA, ce qui représente la force, le leadership, c'est la Côte d'Ivoire avec son PIB qui est de 40% de l'ensemble du PIB de l'IMOA. Et donc maintenant, il faut faire comment? Il faut préparer quelqu'un qui va pérenniser nos acquis, nos intérêts. C'est pour cela qu'ils ont amené Ouattara. Et Ouattara, comme il sait qu'il a une mission précise à accomplir, il faut, avant qu'il quitte le pouvoir, avant qu'il cède le pouvoir, de tout faire pour accomplir, parce que c'est un contrat entre eux et la France. Parce que peut-être s'il ne fait pas, ne soyons pas surpris que demain la France puisse le dénoncer ou l'arrêter. D'ailleurs, j'ai commencé à entendre qu'il y avait des plaintes qu'on arrive à déposer, ou bien des rumeurs, disons, en France, soit disant qu'il y avait des transferts frauduleux, il y a des détournements de fonds qu'on accuse à Alassane Ouattara, et c'est en France. Donc voilà un autre enjeu, c'est quoi? Il y avait une lutte de leadership entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria et le Ghana. Parce que si jamais il y a l'avènement de l'éco de CEDEAO, la Côte d'Ivoire ne sera plus leader. Oui, il ne sera plus leader. En termes, parce que pour ce qui est des traités monétaires, c'est votre économie qui pèse pour faire de vous leader. Pour, entre parenthèses, une petite histoire, vous savez que depuis la création de BCEAO, la BCEAO a été toujours présidée par un Ivoirien. Et c'est la condition sine qua non posée par la Côte d'Ivoire. Si on veut qu'elle reste dans BCEAO, le franc CFA, il faut que toujours la présidence soit assumée par une Ivoirienne. Maintenant, vice-présidence peut être rotative. Donc, ils savaient que c'est des intérêts, c'est pas fortuit. Ils voulaient toujours conserver cela. Et ils voient qu'arriver à l'écho de la CEDEAO, on va les ravir. C'est-à-dire cette couronne, que ce soit par le Ghana ou le Nigeria. Donc, ils sont en train de faire pieds et mains pour empêcher à ce que cela arrive. Alassane Ouattara, dans son annonce, il disait que c'est la France qui va assurer la garantie. Mais moi, la question que je me pose, la France, elle ne produit plus sa propre monnaie. Il n'y a plus de francs français. C'est l'euro. L'euro n'est pas produit, n'est pas imprimé en France. C'est imprimé en Allemagne, qui est la première puissance. La France représente la troisième puissance. Donc, par quel mécanisme elle va assurer la garantie pour une monnaie qu'elle-même ne produit pas, elle n'imprime pas? L'euro, c'est une monnaie communautaire. Donc, la France, à elle seule, ne détient pas le monopole de l'euro. Ouattara a annoncé le retrait de réserves. Est-ce que les réserves qu'on va retirer de l'Ivoire, c'est combien? Et chaque pays devrait avoir combien en termes de valeur de la réserve? Tout ça là aussi, c'est silence radio. Moi, je dirais, est-ce que non seulement Alassane Ouattara n'est pas en mission commandée par la France, est-ce que aussi Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, ne représente pas un malheur pour la sous-région?
Parce que quand vous voyez, même dans l'histoire de la première dévaluation de franc CFA, c'est quand il était au niveau de la BCEAO que cela il dit. Et maintenant, il vient, c'est aussi à son temps qu'on va casser le franc CFA, qu'on va aussi maintenir les gens dans une sorte de servitude. Okay. C'est quelqu'un qui est juste à la solde de l'impérialisme, il ne fait que défendre l'intérêt de l'impérialisme. Toujours quand vous entendez son intervention, il va toujours faire comprendre, oui, il a été au niveau de la FMI, il a été à la BCEAO, à la Banque mondiale, mais ça là c'est quelque chose qui le regarde lui personnellement. Les intérêts qu'il tire, ça n'engage que lui et sa famille, mais qu'il laisse les gens libres pour aller vers l'écho de la CEDEAO pour qu'on soit une fois pour toutes libres. Ok, voilà donc chers invités, je pense que nous sommes arrivés à la fin donc, de ce débat. Le débat où nous avons débattu ensemble sur 3 points. Le premier point, c'est sur l'insécurité avec l'attaque donc du convoi des agents enrôleurs de la CENI dans le département d'Abala, plus précisément à Sanam. Nous avons également parlé de la marche suivie de meeting des acteurs de la société civile qui a été empêchée pour la seconde fois par les autorités de la ville de Niamey. Et pour finir, le passage donc, du franc CFA à la monnaie ECO. Donc, chers invités, merci beaucoup donc, d'avoir véritablement répondu à notre invitation sur ce plateau. J'ai à ma droite M. Son Allah Dambaji. Merci Son Allah. Merci d'avoir répondu, bien que Son Allah a disparu du plateau de ce débat. Tu veux que je dise la cause? Non. Je préfère que vous gardez ça pour vous. Ça sera pour prochainement. Oui. Merci également à vous, M. Daouda. Bourema, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile nigérienne. Vous êtes également, comme je l'aime l'appeler ainsi, Mozadem. Voilà, sur ce plateau. Donc, merci également à vous, M. Adamou Maman. Vous êtes de l'UDTN, mais vous êtes également acteur de la société civile nigérienne. Voilà, chers téléspectateurs, merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous suivre sur ce débat, sur ce plateau de Miroir de la femme. Le rendez-vous de la rédaction pour la rediffusion, ça sera dès le jeudi à partir de 22h30. Merci, au revoir et à très très bientôt chez vous. Merci. Merci.